Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française en cette soirée du samedi 27 décembre 2025. À la une de l'actualité de ce jour, ce matin à 10h30, un responsable au sein du ministère de la Justice est arrivé à la résidence du général Ravelman Richard à Mbadvnak où il a eu un entretien de quelques minutes avec ce dernier. Selon les informations, il a quitté son domicile en compagnie de ce responsable vers 11h. Selon les mêmes informations, il a été conduit à la caserne à Tsimanjave pour y être auditionné. Les gendarmes qui étaient en poste depuis le 24 décembre 2025 dans les environs d'Abadvnak ont également quitté les lieux cet après-midi. Revenons en images sur cette arrestation de l'ancien président du Sénat. Et ce qui fait l'actualité de ce jour également, c'est la météo. Les pluies vont s'intensifier à partir d'aujourd'hui en raison de la perturbation au niveau du canal de Mozambique. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet avec Felnara Kotorsoul. En raison de la perturbation dans le canal de Mozambique, des pluies plus fortes sont attendues dans les régions du centre-est de l'île. Elles devraient se propager au centre et au sud-est dès le début de la semaine prochaine. Il est prévu que les précipitations atteignent entre 50 et 100 mm sur une période de 24 heures. Un avertissement de niveau rouge est donc émis pour les régions suivantes, Melak et Menabé. Un avertissement de niveau jaune concerne les zones suivantes, Analamang, Itas, Baknakarach, Hatsnanan, Ambatunjazak, Muramang et Anusbeanal. Il pourrait y avoir des perturbations dans les activités quotidiennes, ainsi qu'une montée des eaux dans les zones vulnérables, une crue des rivières, des glissements de terrain et des routes endommagées dans des zones sensibles. Les autorités locales sont appelées à suivre les instructions et à maintenir une surveillance continue de la situation. Et d'après les dernières informations fournies par le département de la météorologie, tous les avertissements concernant les risques de crues ont été levés pour les régions qui avaient été touchées. De même, les avertissements concernant les fortes rafales de vent ont été levés pour toutes les zones concernées. Et justement, partant au niveau de la région de Menabé, une personne est morte. L'électricité a été complètement coupée à Mourdav, dans la région de Menabé, en raison des fortes pluies, selon les informations. 5 personnes dans une maison qui abritait un bébé de seulement de 4 jours ont dû être évacuées en raison de la montée des eaux. Les détails dans ce reportage. Hier, des équipes de secours ont été rapidement mises en place pour faire face aux conditions météorologiques difficiles à Mourdav, dans la région de Menabé, et ont immédiatement commencé à intervenir. On sait que 5 personnes, dans une maison qui abritait un bébé de 4 jours, ont dû être évacuées en raison de la montée des eaux. De nombreuses infrastructures ont été endommagées, dont une maison qui s'est effondrée au croisement de Béil, tuant un enfant. Une partie du toit de la préfecture s'est également effondrée. Selon toujours les informations, plusieurs locaux gouvernementaux ont été également inondés, comme les bureaux de la FIP et du ministère des Travaux publics, ainsi que la centrale électrique, entraînant une coupure totale d'électricité à Mourdav depuis 2 heures du matin. Ce matin, une première réunion a eu lieu au sein de l'équipe de secours, à l'issue de laquelle les directives et des plans d'action ont été mis en place. Le préfet de Mourdav a lancé un appel à la mobilisation de toutes les forces vives en sollicitant spécifiquement le FFKM, les opérateurs et les responsables politiques. Toujours des actualités autour de ces intempéries. Selon les informations communiquées par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC, 1490 ménages vivant dans les zones en altitude d'Antananarivo sont actuellement exposés à des dangers en raison des pluies continues ces derniers jours. En effet, une vingtaine de gros rochers situés dans ces zones présentent des risques d'éboulement. Reportage de Felnara Kotorsoul. À la suite des pluies persistantes observées ces derniers jours, jusqu'à 20 rochers de grande taille, pesant plusieurs tonnes, sont susceptibles de se fissurer et de s'effondrer dans différents quartiers d'Antananarivo. Cette situation met en péril 1490 foyers installés dans des zones à risque en altitude dans la capitale.
Parmi les quartiers concernés figure notamment un Kadlalan, où l'on recense 130 habitations fortement menacées, un Boiput avec 170 habitations, Falarivambandi comptant 110 habitations, ainsi qu'à Casto Kanamboun, un Davavarach et un Boitsuruvan, où l'on dénombre au total 320 habitations exposées. Face à cette situation, les autorités appellent les populations résidant dans ces zones à faire preuve de vigilance. Dans les actualités de ce jour également, page faits divers, les deux individus se faisant passer pour des acheteurs de poudre d'or, interpellés par la police, feront l'objet d'une enquête. Leur arrestation a eu lieu le mardi 23 décembre dernier dans un hôtel situé à Antanbar Nanjin, commune urbaine de Vohemar. Ils sont déjà connus pour des actes d'escroquerie. Toujours un reportage de Fenra Kotorsoul. Les deux individus se faisant passer pour des acheteurs d'or ont été arrêtés par la police dans la soirée du mardi 23 décembre 2025 dans un hôtel situé à Antanbar Nanjin, commune urbaine de Vohemar. Ils ont ensuite été conduits au commissariat local pour les besoins de l'enquête. Les principaux victimes de ces deux escrocs sont les opérateurs et collecteurs de poudre d'or de Vohemar et dans les localités environnantes. Se présentant comme des acheteurs sérieux, ils invitaient leurs victimes à les rencontrer dans un lieu convenu. Le montant total des sommes qu'il aurait soutirées à plusieurs personnes à Vohemar et dans les environs est estimé à environ 80 millions d'ariars. Grâce à des manœuvres frauduleuses, ils trempaient leurs victimes en remplaçant la véritable poudre d'or par de la fausse poudre. S'ils demandaient ensuite aux victimes d'attendre sur place, prétextant aller chercher de l'argent à la banque avant de prendre la fuite. Suite aux nombreuses plaintes déposées auprès de la police locale, les éléments du commissariat de Vohemar ont mis en place un piège ayant conduit à l'arrestation des suspects dans la soirée du mardi 23 décembre 2025 dans un hôtel d'Antanbar Nanjin, commune urbaine de Vohemar. Lors de leur arrestation, une balance ainsi que plusieurs petits flacons contenant de la fausse poudre d'or ont été retrouvés en leur possession. Et dorénavant, la police sanctionnera ceux qui persistent à enfreindre les règles de la circulation après avoir sensibilisé les usagers de la route depuis quelques temps. Le ministère de tutelle prendra également des mesures strictes à l'encontre des policiers qui commettent des infractions au code de la route. Felnar Gutorsoul nous en dit plus. Des mesures seront prises à l'égard des contrevenants aux règles de la circulation, un phénomène qui a récemment augmenté dans tout le pays. Selon la déclaration faite aujourd'hui par le directeur général adjoint de la police nationale ne se limitera plus à des sensibilisations, mais commencera à sanctionner ceux qui persistent à violer le code de la route. Et cela même si les PR ou polices de la route ne sont pas encore complètement rétablis. Des mesures seront également prises à l'encontre des policiers surpris en train de commettre des actes de corruption, selon les informations. Il existe des départements spécialisés au sein de la police nationale qui prennent en charge cette question. Le ministère responsable lance un appel à la population pour qu'elle n'hésite pas à porter plainte si elle est victime de telles pratiques. Toujours dans cette page sociale, la journée mondiale de la préparation à la prévention des différentes épidémies a été célébrée ce jour. Cette commémoration a pour objectif de renforcer les systèmes de santé afin de protéger les populations vulnérables, en particulier dans les pays en développement. Toujours un reportage signé Felnara Kotorsoul. L'Organisation des Nations Unies a proclamé le 27 décembre Journée internationale de la préparation aux épidémies, décision adoptée le 11 décembre 2020. Le passage de nombreuses épidémies, telles que la peste ou la Covid-19, a profondément marqué l'humanité et laissé des séquelles considérables. Ces crises ont également eu des répercussions négatives sur le développement social et économique de nombreux pays touchés, notamment dans plusieurs pays africains en développement. De multiples crises sanitaires persistent encore aujourd'hui, perturbant les moyens de subsistance des populations à l'échelle mondiale. Les personnes vulnérables, en particulier les enfants et les femmes, en sont les premières victimes. Dans ce contexte, une solution à court terme consiste pour les Nations Unies à promouvoir des systèmes de santé régionaux, solides, accessibles et capables de répondre aux problèmes de santé affectant les populations vulnérables où qu'elles se trouvent. Cependant, la gravité des épidémies à venir pourrait dépasser celle des crises déjà survenues. Il est donc urgent de renforcer la sensibilisation, le partage d'expériences et de connaissances scientifiques, ainsi que de promouvoir une éducation de qualité axée sur des projets de lutte locale contre les épidémies au niveau national et international, afin de mieux anticiper et faire face aux épidémies futures.
30 ménages agricoles vulnérables de la commune d'Imermanjoussou à Loch, district d'Ambatonjazak, ont bénéficié gratuitement d'engrais VOCAC NPK 112216 offerts par la Fondation HV ou Fondation Telal Vilji. L'association Zarassou a assuré le transport et la distribution de ces dons sur le terrain le 26 décembre 2025. Pour cette première phase, 3 Fokontan ont été concernés, Tsaraounen, Ambouchapiran et Amboudinunk. Les engrais distribués sont destinés à soutenir la production de cultures maraîchères et vivrières telles que les brèdes, la courge, les haricots, la tomate, l'oignon et différentes variétés de légumes ainsi que le riz pluvial. L'objectif est d'appuyer les agriculteurs afin de stimuler la production locale et leur permettre d'améliorer durablement leurs conditions de vie au quotidien. Cette action s'inscrit parmi les œuvres sociales menées par la Fondation HV à l'approche de la fête de fin d'année en partenariat avec l'association Zarassou. Et dans l'actualité sportive de ce soir, le championnat de Madagascar de taekwondo WT débute aujourd'hui et s'étendra sur 3 jours. La compétition se déroule au gymnase couvert Piste Vatfoutsi à Antirabé. Des combattants issus de 5 ligues régionales y prennent part avec la présence de toutes les catégories. Cette compétition sert également de détection de ceux appelés à constituer l'équipe nationale en vue des compétitions internationales de l'année prochaine. Reportage de Jamsor un autre correspondant à Antirabé. Le championnat de Madagascar de taekwondo WT se tient à partir d'aujourd'hui et durant 3 jours au gymnase couvert Piste Vatfoutsi à Antirabé. 5 ligues régionales y sont représentées, couvrant l'ensemble des catégories. Les champions en titre participent également à cette compétition qui constitue ainsi une occasion d'évaluation et de bilan. Environ 400 combattants prennent part à ce championnat national. La compétition a aussi pour objectif de sélectionner les combattants qui formeront l'équipe nationale malagasy en vue des compétitions internationales prévues pour l'année prochaine. Dans les actualités internationales de ce soir, les États-Unis ont mené des frappes contre l'État islamique au Nigeria dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ce soir, les autorités nigérianes évoquent d'autres opérations conjointes à prévoir prochainement contre les groupes djihadistes. France 24. Sur le sol de cette prairie, en périphérie de la ville de Jago au Nigeria, un cratère et de l'herbe brûlée. Les habitants sont venus constater les dégâts, tandis que la police boucle la zone. Les débris sont en train d'être retirés là où l'engin est tombé. Grâce à Dieu, il n'y a eu aucune perte de vie ni dégâts matériels. Jeudi soir, les États-Unis ont mené une série de frappes sur l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, semant la panique dans la population. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et craignaient d'être capturés. Durant la nuit, on a emprunté des chemins difficiles jusqu'à atteindre la partie la plus sûre de la ville. Avec l'aide d'Allah, nous avons survécu. C'est la première fois que les États-Unis interviennent militairement au Nigeria sous Donald Trump, qui a affirmé avoir visé des djihadistes du groupe État islamique. Dans une interview télévisée, le ministre nigérian des Affaires étrangères assure qu'il s'agissait d'une opération conjointe. C'est le Nigeria qui a fourni les renseignements. Hier, j'ai eu une conversation téléphonique de 19 minutes avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Sur les réseaux sociaux, le secrétaire de la Défense américain s'est félicité d'une coopération sécuritaire pour arrêter le meurtre de chrétiens innocents. Une persécution religieuse réfutée par le gouvernement de Bola Tinubu et par la plupart des analystes, car le nord du pays est visé par des mouvements djihadistes et des organisations criminelles qui ciblent l'ensemble de la population, chrétienne comme musulmane. Le gouvernement nigérian a affaire au groupe État islamique depuis plus de 10 ans maintenant. Il est passé de Boko Haram à des groupes dissidents. Et puis il y a la situation des bandits dans le nord-ouest. Et chacun de ces conflits a ses propres particularités. Je ne pense donc pas que les frappes aériennes mettront nécessairement fin à la menace. Les autorités nigérianes ont évoqué vendredi soir d'autres opérations conjointes qui pourraient avoir lieu prochainement contre les groupes djihadistes. Et l'Arabie Saoudite a prévenu aujourd'hui qu'elle répondrait à toute action militaire contre le gouvernement yéménite mené par les séparatistes, tout en les appelant à se retirer pacifiquement des provinces récemment conquises. France 24. Des forces séparatistes du STC, le Conseil de transition du Sud, en alerte dans cette ville du sud du Yémen. C'est dans cette province de Hadramout qu'auraient été tournées ces images diffusées vendredi par la chaîne de télévision de ce même STC. Elle montrerait des bombardements effectués par l'aviation saoudienne.
Riyad avait appelé la veille les séparatistes à rendre les territoires dont ils venaient de s'emparer par la force au détriment d'un chef tribal. Dernier épisode d'une expansion territoriale et militaire des partisans du Yémen du Sud, État qui fut indépendant jusqu'en 1990 et qu'ils espèrent restaurer rapidement. Dans la grande ville côtière d'Aden, aux mains du STC, ils étaient des milliers vendredi à défendre cette cause. Nous sommes prêts à mourir, même s'ils nous frappent avec des missiles, des chars ou quoi que ce soit d'autre. Nous voulons notre État du Sud qui a été volé et pillé. Les habitants du Sud se sont tenus aux côtés de la coalition menée par l'Arabie Saoudite avec leur sang et leur jeunesse, mais les frappes d'aujourd'hui sont perçues comme une menace directe pour cette population. Jusqu'à il y a quelques semaines, le STC se tenait aux côtés du gouvernement yéménite, reconnu par une grande partie de la communauté internationale, notamment dans le conflit qui l'oppose aux rebelles houthis soutenus par l'Iran. Mais désormais, le gouvernement en appelle aux Saoudiens et à la coalition qu'il dirige depuis 2015 pour mettre fin aux velléités séparatistes du Sud. 15 000 combattants yéménites soutenus par Riyad seraient actuellement massés le long de la frontière. Kiev a été la cible d'une attaque de drones et de missiles qui a fait un mort dans la nuit de vendredi à samedi, à la veille d'une rencontre prévue demain, dimanche, en Floride, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump pour évoquer la question sensible des territoires dans le cadre des négociations visant à mettre fin à la guerre. Rejoins un reportage de France 24. En coulisses, les tractations sont intenses. Volodymyr Zelensky, qui doit rencontrer Donald Trump dimanche en Floride, maintient la pression sur Washington pour que les demandes ukrainiennes soient davantage prises en compte dans la nouvelle mouture du plan de paix américain. Cette version remaniée ne mentionnerait plus le retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle, ni l'engagement juridiquement contraignant de Kiev à ne pas adhérer à l'OTAN, deux exigences majeures de la Russie pour mettre un terme à la guerre. Nous devons encore travailler sur des questions sensibles. Mais avec l'équipe américaine, nous savons comment y parvenir. Les semaines à venir risquent d'être intenses, mais je remercie les États-Unis et tous ceux qui continuent de faire pression sur la Russie pour qu'elle comprenne que la prolongation de la guerre aura de graves conséquences pour elle. Si le document semble plus favorable à l'Ukraine que dans sa version initiale, notamment à travers le gel du front aux lignes actuelles, il ne prévoit en revanche aucune solution immédiate à l'épineuse question des territoires occupés par la Russie. C'est près de 20% du territoire ukrainien. Et pour ses habitants de Kiev, ce serait une concession inacceptable. Malheureusement, il y a peu d'espoir de changement. Mon mari et mon frère servent tous deux dans l'armée et nous espérons que les choses tourneront en notre faveur. Nous ne céderons aucun territoire. Je pense que la Russie n'a aucune intention de changer quoi que ce soit. Et quant à ce qu'ils attendent de nous, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais la nouvelle mouture du plan semble de toute façon d'ores et déjà rejetée par Moscou. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères accuse ce vendredi l'Ukraine de vouloir torpiller les négociations et rejette une version qu'il considère comme radicalement différente de celle discutée avec Washington. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.